parfait. Là, évidemment, je ne montrerai pas toutes les fonctions d'Avid parce que, bon, les formations Avid prennent 4 à 5 jours et sont déjà très intensives en 4 à 5 jours. Les étudiants sortent un peu comme des zombies à la fin parce qu'ils sont fatigués. Moi aussi, je suis fatigué, évidemment. Je vais continuer juste rapidement avec les fonctions de base. Donc, évidemment, c'est sûr, si vous remarquez présentement, je suis vraiment en train de cliquer dans ma timeline, hein, puis il se passe pas grand-chose, hein, à part que je déplace le position indicateur. Pour les monteurs à vide, c'est quelque chose qui est très naturel. Pour les monteurs Final Cut, mais là, vous allez dire, hey, comment je fais pour cliquer sur mes clips? Donc, par défaut, si vous avez travaillé sur un vieux à vide, vous aviez la flèche rouge et la flèche jaune qui s'appelait Lift Overwrite ou Extract Splicing. Eh bien, bon, ces fonctions-là, si je clique sur la flèche rouge, par exemple, elle va faire exactement les mêmes commandes que toutes les commandes rouges que j'ai montées. Donc, si je déplace mon clip, il vient de faire un lift, la flèche rouge, et il vient de faire un overwrite de mon élément ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ça, c'est la flèche à laquelle vous êtes très habitué sur Final Cut ou sur Premiere. Une flèche que vous êtes peut-être un peu moins habitué, ça va être la flèche jaune. Je vais faire une petite commande spéciale. Regardez pas ce que je fais. C'est correct. Merci. Alors, la flèche jaune ici va permettre de surtout échanger les plans. Donc, la flèche jaune va faire une commande de type jaune. Donc, elle va faire un splicing, donc la commande jaune ici, et elle va faire aussi un extract en même temps. Donc, je pousse mon élément ici, tout en maintenant CTRL. Si vous êtes sur un PC, soit dit en passant, ça va être, c'est CTRL, mais commande, excusez-moi. J'enseigne habituellement sur PC, puis je travaille habituellement sur PC, sur Avid. Alors, si je dis commande ou CTRL, ça veut dire la même affaire. Donc, j'appuie sur commande présentement pour être sûr, regardez, ça snap, un peu comme du Shift ou d'autres commandes qui snap sur les autres softwares. Je lâche tout et mon plan s'est fait échanger instantanément. Donc, ça, c'est les commandes un peu où vous êtes habitué. Mais quand vous allez ouvrir Media Composer, ce qui va être assez spécial, c'est que cette commande-là, qui s'appelle le Smart Tool Toggle, qui est nouveau depuis le 5, permet de faire plein de commandes du genre sans avoir un peu avoir à faire tout ce que j'ai montré. Ça va, c'est un peu comme une espèce de raccourci. Ça a été inventé pour justement les monteurs à vidéo ou les monteurs premières. Donc, par exemple, regardez ici, si je me déplace avec ma souris, j'ai tous les outils dans la même souris. Je me déplace et quand je me trouve dans la partie supérieure, je suis en rouge. Quand je me trouve dans la partie inférieure, je me trouve en jaune. Là, présentement, je trouve que mes tracks sont peut-être un petit peu petites pour travailler. Un shortcut à se rappeler quand vous allez faire ça, c'est très important. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Commande ou contrôle, L pour larger, les grosses tracks. On aime ça. Voilà, moi je travaille avec des grosses tracks quand je travaille. Je déplace mon outil. Quand je me retrouve dans la partie supérieure, je suis en rouge. Quand je suis dans la partie inférieure, je suis en jaune. Fait que, par exemple, je m'en viens ici, je suis en rouge, je déplace mon élément. Voilà. Il n'y a pas à proprement parler de gros snaps comme sur Final Cut. Il va falloir que j'utilise commande vraiment pour snapper. Vous voyez, ça snap présentement. Donc, si je me déplace, puis je le déplace, vous voyez, ça snap. Je vais juste appuyer sur commande. Alors, présentement, je suis en rouge. Si je me déplace en jaune, je vais refaire la même commande que tout à l'heure. Je déplace, je maintiens CTRL pour être sûr que je suis au départ. Je lâche tout et les plans sont échangés. Une autre commande qui est très intéressante, parce que sur Avid, si je voulais faire du trim, jouer avec mes codes, j'étais obligé de rentrer en trim mode. D'accord? Je vais vous le montrer, le trim mode, c'est le fun. Je me place à ma cote, j'appuie sur trim mode, pas effect mode, trim mode, et je me ramasse avec mon outil de trim. Donc, je peux tasser à gauche, et là, vous voyez ici, ça c'est mon dernier frame de cette cote-ci, de la cote que j'appelle A, mon premier frame de la cote B, ici. Je recule, j'avance, et là, vous allez voir, ma cote va se déplacer. Vous avez aussi un trim mode dans Final Cut. Ce qui est assez intéressant, c'est que je peux, par exemple, juste cliquer dans mon interface et faire du jaune, une commande de type jaune. J'avance. Et vous voyez, il a fait un splice and extract
en même temps. Donc, c'est une commande de type jaune. Quand vous allez voir du jaune, ça va toujours faire la même chose. Je peux cliquer de l'autre barre et faire la même chose. Et voilà. Donc, c'est sûr que ça peut désynchroniser. C'est sûr qu'il y a des commandes sur Avid qui empêchent la désynchronisation. Je n'aurai pas le temps de les montrer. Mais bon, ça, c'est le trim mode. Mais c'est quelque chose que souvent les monteurs Final Cut ne sont pas nécessairement habitués. Vous allez plus utiliser la souris, vous allez utiliser des outils comme Roll ou les choses comme ça. Mais sur Avid, ça existe aussi. Je vais activer mon Smart Tool Toggle. Et là, je me déplace, regardez. Je me place à ma cote, puis je peux coter. Il n'y a pas de contrainte. Je peux utiliser le rouge ici. Ça, c'est une commande spéciale qui s'appelle l'Override Trim, qui permet de faire des trous comme ça. Si par exemple, il y a des outils que vous ne voulez pas, là, par exemple, moi, regarde le rouge, la flèche rouge, la flèche jaune, ça ne m'intéresse pas. Là. Puis la flèche jaune, j'aime pas ça. Puis je veux juste garder celle-là, ben, je joue avec. Puis quand je veux la désactiver, j'ai juste à aller appuyer sur l'extrémité Smart Tool Toggle ici. Évidemment, quand je travaille, je ne vais pas appuyer tout bout de champ sur Smart Tool Toggle. Je vais me faire des shortcuts. Je vais juste vous montrer rapidement les shortcuts. Les shortcuts vont se retrouver évidemment dans Settings, parce que c'est un Settings. Je descends, j'appuie sur Keyboard, double-clic. Ah, voilà mon keyboard. Et là, présentement, j'ai besoin de l'outil pour mapper le keyboard. L'outil pour mapper les keyboards, j'ai besoin de la commande palette. Commande palette, Tools, commande palette. Soit dit en passant, quand vous fouillez, vous avez tous les shortcuts ici qui sont quand même assez en évidence. Donc, je vais utiliser shortcut, c'est plus cool. Comme commande 3, commande palette. Alors, c'est très bien défini ici. Move, Play, Edit, Trim, FX, 3D, contrôle, correction de couleur, multicam, track, bon, blablabla. Smart Tool. Le Smart Tool Toggle qui permet d'activer et de désactiver l'entièreté de cet outil-là. Et là, je vais juste vérifier, je suis en Button-to-Button Reassignment. Et j'ai juste à drag and dropper. Ouh. Fait que là, si je retourne dans ma timeline, c'est aussi simple que ça. Oui. Tu peux sauvegarder des... Bien sûr. Alors, regardez ici. Regardez ici, tout ce qui s'appelle utilisateur. J'ai juste à aller ici, puis faire Export, User Profile. Je vais le régler en Personal. Je n'expliquerai pas tout ça à l'instant. Et je vais juste cliquer ici, Open, OK. Et là, John, mes settings sont là. Juste un petit détail, changez pas le nom. Un coup qui est fait, ça peut corrompre vos affaires. Expérience personnelle. Alors, vous arrivez dans votre nouvelle salle de montage avec tous vos settings, vos keyboards, la couleur de votre interface. Vous autres, vous êtes très... par exemple, là, je ne l'ai pas sauvegardé, là, mais si je m'en vais dans Interface, ici, puis vous êtes très Darth Vader, là. Ça se voit pas bien, là, mais c'est possible. Et vous allez pouvoir, quand vous allez ouvrir votre Avid, puis vous allez importer votre user profile, ici. Je fais juste import, là, ça ne marchera pas parce qu'il est déjà loadé, là. Mais vous allez avoir votre keyboard et tout ce qui s'appelle user. Ça va? Toutes les settings user sont dans votre utilisateur. Donc, keyboard et compagnie. Un autre truc qui est vraiment cool avec Avid, j'ouvre la commande palette, j'appuie sur commande 3 ou vous faites toujours aller dans Tools, commande palette ici. C'est que vous pouvez soit l'utiliser en active, l'active palette, c'est juste vous cliquez dans l'interface puis ça va faire la commande. Le button to button, drag and drop. J'appuie sur Shift en bas. Vous voyez, je pourrais par exemple faire Shift Z puis mettre ce truc-là. Il y a une autre affaire qui est vraiment cool qui s'appelle le Menu to Button Reassignment. Ça, c'est vraiment très cool. Vous allez cliquer là-dessus et vous appuyez sur le shortcut de votre choix, par exemple F2. Et vous allez, par exemple, vous utilisez souvent, je sais pas, Marketplace Other Product. Bon. Alors, Marketplace Other Product. Voilà. Je viens d'appuyer dessus. Donc, juste rapidement, si vous voulez tout mapper votre beau petit keyboard
Final Cut, vous allez pouvoir le faire de cette manière-là. Juste rapidement, la commande palette contient une bonne partie de toutes les commandes David. S'ils ne se retrouvent pas dans ce panel-là, ils vont se retrouver dans les menus déroulants en haut. Donc, juste rapidement, tantôt, j'avais... Oui. Est-ce que c'est possible, à place d'importer tous les settings de l'utilisateur, d'importer seulement des settings d'interface ou de keyboard spécifiquement? Non, ça va être vraiment par Alors, utilisateur. On ne peut pas aller sur Internet et chercher preset, keyboard, David, Final Cut, et les importer. Tu vas avoir un utilisateur, mais tu peux pas proprement parler, à moins que je me trompe. Là. Tu peux pas proprement parler, juste importer ton interface. Ouais. Idéalement aussi, vas-y par version. Ça peut causer des problèmes. Donc, un utilisateur, moi, quand je suis arrivé sur la 6, j'avais mes settings de la 6. Quand je travaillais sur la 5.5, j'ai mes settings de la 5.5. Ça prend... Moi, je ne les fais pas. On peut le faire, mais des fois, ça cause problème. Par expérience, ça a causé problème. Genre qu'il y a des affaires qui ne marcheront pas. Ben, le logiciel n'explosera pas, mais tu vas peut-être avoir des shortcuts qui ne marcheront pas, ou des choses comme ça. C'est mieux de repartir à neuf. De toute manière, moi, ça me prend 6 minutes à faire. Quand je commence le matin, là, puis j'arrive, puis je suis une nouvelle version, 6 minutes, puis c'est fini. C'est pas très long, puis qu'est-ce qui est cool, c'est que ça reste. Donc, si par exemple, Mathieu revient, ben, il va juste cliquer Mat, puis son interface va revenir Mat. Même moi, je suis assez flyé, là, toutes mes timelines ont des couleurs. La track V1 a une couleur, la track de timecode a une autre couleur, super flash. Toutes les tracks de son, même chose. Ils ont toutes des grandeurs. Donc, il y a beaucoup. Avid, c'est un logiciel qui se customise énormément. Énormément. Je peux afficher énormément de métadata sur la timeline. Puis ça se configure, évidemment. Regarde bien, regarde ma souris, je déplace et je vais aller dans un espèce de menu qui s'appelle le fast menu. Des fois, les gens l'appellent le petit hamburger. Moi, je l'appelle le sandwich à la crème glacée noire. Vous cliquez ici, clip frame. Voilà. Et j'ai mes thumbnails. Si par exemple, je voudrais avoir l'onde audio, je vais aller dans Audio Data encore et je vais faire apparaître Waveform. Juste un petit détail, les waveforms sont écrits un peu comme Final Cut, un peu tout de champ. C'est un peu, même sur la version 6, parce que bon, tout à l'heure, j'ai peut-être mentionné rapidement, la version 6 était une version en 64 bits, beaucoup plus performante. Ça reste encore très lourd, les waveforms. Moi, ce que j'utilise personnellement, Audio Data, je vais juste le fermer. Vous avez une nouvelle fonction qui est arrivée dans V5 ici en haut. Track Control, vous ouvrez ça, et là vous avez le panel pour activer l'onde audio par track, qui est comme beaucoup plus efficace. Mais c'est pas comme un Avid DS. Avid DS, là, quand on importe du son, c'est super long, parce qu'il écrit tout le waveform puis le store sur le disque dur. Fait qu'on travaille, le waveform est déjà créé. Donc sur Avid, c'est encore un peu un défaut. Donc, tout à l'heure, j'ai passé peut-être un peu vite, mais je ne sais pas si le monde l'avait bien compris. Ça, j'avais mentionné, c'est de la Canon. C'est de la Canon dans son format original. Je pèse sur Play et ça joue. H264, exactement. Je ne l'ai pas compressé, c'est tel quel. Ça prend quand même une certaine machine pour faire rouler quelque chose du genre, parce que c'est très lourd quand vous avez commencé à mettre des effets et tout. Mais comme vous avez remarqué, ça, c'est de la ProRes, ça, c'est de la Canon, et les deux sont dans la même séquence. Oui. L'AVC HD va s'importer, va se transcoder pour l'instant. Donc tu vas le convertir un peu comme tu l'aurais fait peut-être pour ton Final Cut. Tu vas utiliser l'AMA d'abord. Ben, pas l'AMA, mais tu vas devoir le transcoder de toute manière. L'AVC HD comme supporté comme pas encore entièrement. Mais tu peux travailler, convertir en ProRes ou en DNX sans problème. Donc, voilà pour les commandes de base. Juste une petite rapidement aussi, une dernière chose que je vais montrer au niveau de la timeline qui va peut-être vous faire bugger. Sur Avid, la notion à toujours se rappeler quand vous montez. Sur Final Cut, c'est plutôt où est-ce que je ne travaille pas. Donc, vous allez barrer des tracks ou vous allez faire différentes commandes pour faire votre manœuvre. Sur Avid, la mentalité est extrêmement différente. C'est où est-ce que j'ai de l'influence. D'accord? Donc, si par exemple, je me crée une track V2, right-click, New Track,
Je ne peux pas drag and dropper puis créer des nouvelles tracks comme ça, faire un code, soit dit en passant. C'est la question. Donc, si par exemple, je m'en viens ici, puis là, je voudrais prendre cette vidéo-là puis la placer sur V2, eh bien, on va faire un peu comme sur Final Cut. Je vais venir la placer ici et, bon, je peux faire un in ou un out ou juste laisser mon position indicateur, la barre bleue ici. Et par exemple, je m'en viendrai puis je ferai un splice in. Vous avez vu ici, fiez-vous pas aux chiffres, là, il ne s'est rien passé vraiment dans ma timeline parce que je n'ai pas sélectionné les autres tracks. Mais si par exemple, je m'en viens ici, et là, je sélectionne A1, c'est un peu comme des valves. Ici, là, ce côté-là, là, c'est toute votre source. C'est vraiment connecté ici comme ça. C'est vraiment votre source. Ce côté-là ici, c'est vraiment le côté qu'on appelle record, c'est un vieux terme, là, le côté d'enregistrement, le côté de votre timeline. Donc, juste rapidement, regardez ici. Côté droite, je vais juste fermer comme ça. Côté droite, côté gauche. Alors, je vais ouvrir la valve du côté 1, je vais ouvrir la valve du côté 1, du côté record, même chose, même chose. Et là, je vais faire un point d'entrée, un point de sortie, et je vais aller faire une commande comme overwrite. Et là, vous voyez, j'ai eu de l'influence sur ces choses-là. Vous voyez que la timeline a bougé. Juste un petit détail, c'est que Avid va toujours refaire la timeline visuellement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle a vraiment bougé. Il va toujours la reconstituer pour que graphiquement, ça soit regardable. Mais si vous voulez zoomer ou dézoomer, vous avez toujours, un peu comme sur Final Cut, où vous avez toujours les shortcuts. Je vais vous les montrer à l'écran, ils ne sont pas évidents. Vous pouvez toujours les remapper avec le menu du bottom que j'ai monté. Donc, pomme, braquette. Donc, je vais juste cliquer dans ta main. C'est rentré en mode pour une raison que j'ignore. Ah, je suis peut-être en clavier canadien, ça? Oui. Français? Voilà, clavier anglais. C'est comme dans Final Cut. Voilà. Donc, grossir, rapetisser. Donc, vous voyez ici, juste rapidement, la timeline s'est recomposée, mais elle ne s'est pas agrandie. Juste pour revenir ici, vous voyez, c'est vraiment où est-ce que j'ai de l'influence. Donc, si par exemple, je fais un splice-in, on va refaire un splice-in avec peut-être une autre shot avec ma belle musique, ici. J'ai juste loadé comme ça, où je peux double-cliquer, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas un très gros drag and dropper dans timeline parce que je ne sais pas trop où est-ce que ça va s'en aller. À vite, ça n'a pas été vraiment fait pour ça. On peut le faire, mais à vos risques et périls. Voilà. Je vais m'ajouter des nouvelles tracks de son. Au niveau audio track, je vais faire des monos. Je suis plus habitué en mono. Petite nouvelle, depuis V5, on a des tracks en stéréo et depuis V6, on a des tracks en surround 5.7, 5.1 et 5.7. Alors, V3, V4, je vais tout simplement regarder, c'est aussi simple que ça, flock. Et là, in, out, ma petite musique ici. Je vais peut-être mettre juste du son pour que vous entendiez cette merveille. Peux-tu expliquer pourquoi on voit pas le waveform? Ah, oui, c'est très très simple. Avid, là, au niveau ici en haut, ça a vraiment été fait pour la vidéo. Donc, pour voir le waveform, il va falloir que j'utilise une commande spéciale. Je sais que c'est weird, mais c'est fait comme ça. OK? On accepte. D'accord? On ne pose pas de questions. Alors, ici, vous voyez, je n'ai pas de waveform. C'est sûr que mon vumètre va fonctionner. Regardez bien ma souris. OK? Je vais le montrer une fois, peut-être deux. Je descends en bas et je vais utiliser Toggle Source Record in Timeline. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? C'est que présentement, ma timeline, ma représentation graphique de mon montage est connectée à ce moniteur-là. Mais je peux, à tout moment, prendre la représentation graphique de ma timeline et la mettre ici. Grosso modo, voir le waveform. Vous voyez ici en haut, ça joue. C'est syncé. Comment on fait pour mettre du son là-dessus? Oups. Mettre du son là-dessus, on peut le monter sur notre... Ouais, mais que tout le monde entende la musique que j'ai choisie. Hein? Puis, voilà. Alors, ma belle petite musique ici qui joue, qui est fantastique d'ailleurs. Vous voyez, j'ai le waveform ici. Donc, je peux à tout moment aller sélectionner. Ce qui est cool, c'est que je peux aller vraiment sélectionner les moments où est-ce que... Puis après ça, retourner avec le Toggle Source Record dans ma timeline. Et venir repatcher en tant que tel. Je vais juste désactiver ce bouton-là. Je vais sélectionner A3, A4 et je vais sélectionner A1. Et là, je vais faire un splicing. Regardez bien ce qui va se produire. Il a été vraiment strictement travaillé sur ces tracks-là. Donc ici, il y a du noir.
Donc, évidemment, il a envoyé du noir. Ici, j'ai envoyé du son. Ici, j'ai envoyé du son. Les deux tracks étaient ouvertes. Ils ont reçu du son. Je vais faire inverse. Pomme Z, pomme R, pomme redo, pomme Z, pomme R. Je suis vraiment appliqué mon matériel, donc j'ai poussé. Ça, c'est une fonction qui est très, très stricte, qui est très intéressante sur Avid, de bien cibler. La seule chose, c'est qu'il faut quand même avoir conscience de ce qu'on fait. Donc, quand j'ai terminé mes tracks, je les désactive. Je peux toujours aussi cliquer Shift-clic, c'est moins long. Alors, je vais arrêter là-dessus juste pour la timeline. Je vais juste montrer rapidement au niveau du transcodage. Donc là, rapidement, j'ai vraiment des R3D ici. Ce sont des vrais R3D de Red. Là, vu que je suis mon petit mini-disque, ça ne joue pas super bien. Ici, j'ai du ProRes, littéralement. J'ai aussi du Canon H264, du vrai Canon H264, et j'ai de l'audio. Mon Canon H264, regardez bien ce que je vais faire. Tout à l'heure, on m'a posé une question super intéressante. Est-ce que je suis obligé de transcoder? Pas nécessairement. Je veux travailler à même mes Canon H264. Est-ce que ça va être lourd? Oui, ça va être très lourd. Ça peut devenir très lourd. Si votre projet est petit, une pub de 30 secondes, c'est cool. Plus que ça, pas sûr. On va avoir une commande qui est très, très, très intéressante, qui ressemble un peu au Media Manager de Final Cut. Je sélectionne mon clic droit. Je vais aller dans Consolidate Transcode ici. Je vais juste cliquer une fois comme ça. Et là, j'ai cette espèce de fenêtre-là qui est un peu le Media Manager de Final Cut. Un peu. Alors, j'ai deux fonctions, Consolidate ou Transcode. Consolidate, ça va être surtout quelque chose que je veux dire, écoute, j'ai sur ce drive-là, j'ai du média, puis je veux l'envoyer sur l'autre drive ici pour pouvoir donner à mon monteur, à mon assistant monteur ou au réalisateur qui puisse continuer à travailler dans l'avion son Batman. OK? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une consolidation des médias ici, puis lui va partir avec son disque, puis il va pouvoir travailler. Oui, je peux le faire à la main, mais la commande ici va faire tout le travail en place, va tout relinker, puis ça va être top. Sinon, j'ai la fonction transcode. Transcoder du terme que je vais changer le codec, je vais changer la résolution. Donc, si par exemple, votre résolution, par exemple, je suis en Canon ici, puis vous trouvez que le Canon c'est un peu lourd, vous pouvez toujours le reconvertir en ProRes. En ProRes HQLT, vous avez accès aussi à DNX HD. Soit dit en passant ici, est-ce que vous remarquez qu'il n'y a pas de ProRes 444? Oui. Oui? Ah, regardez bien. Je vais aller dans Format, Color Space, RGB. Est-ce que quelqu'un savait ici que le Color Space de ProRes 444 n'était pas YCBCR? Oui. À part toi, est-ce que quelqu'un d'autre le savait? Alors voilà, le ProRes 444 est ici. Donc oui, c'est cool. Puis regardez, on a le DNX 444 avec un super taux de transfert. Soit dit en passant, quand vous voyez des codecs avec le petit X à la fin, ça veut dire 10 pour 10 bits. Les codecs qui n'ont pas de X, excepté, je vais juste retourner. Il y a beaucoup d'exceptions, hein. Il faut les connaître par cœur. Excepté l'AVC intra, donc tous les codecs qui n'ont pas de X, ça va être en 8 bits. Bon, les ProRes, évidemment, sont en 10 bits. Alors, voilà, regardez ici 10B. Bon, lui, c'est une petite exception, là. On va y pardonner. Alors, je vais le mettre en DNX HD 115. Je vais choisir le disque où est-ce que ça va s'en aller. Là, il me dit, écoute, regarde, il te reste tant de place, ça va prendre tant de place. Et là, je suis prêt à faire mon premier transcode. Et là, ça prend quand même un certain temps. Depuis Media Composer 6, parce qu'avant, Media Composer était sur une plateforme en 32 bits. Ça allait quand même bien. Même pour le HD et tout, ça pouvait devenir lourd par moment. Mais pour des monteurs à vide qui ont vraiment vu la différence, la grosse différence que je pourrais vous dire, quand on travaille, la plateforme répond beaucoup plus rapidement aux commandes. Parce que moi, des fois, je travaille, puis je mitraille ça, shortcut, puis des fois, ça y prend peut-être une seconde avant de le faire, parce que j'en ai balancé 15 en même temps. Maintenant, c'est plus nécessairement le cas. Il prend tout de suite mes commandes, parce que la plateforme est très, très, très performante. Puis même, bon, le H264 se transcode un peu plus rapidement. Mais bon, c'est quand même du H264, c'est complexe. Alors, qu'est-ce qu'Avid vient de me faire? Vous vous rappelez encore le petit icône? Il n'y a plus de petit link. Alors, l'icône est devenu comme un peu tout nu. Mais il est dans la base de données. Voilà
me suis amusé. Je vais faire un clic droit et je vais juste vous montrer Reveal File. Et à l'intérieur, ici, vous voyez, il m'a sélectionné les trois. Juste une petite chose, quand vous travaillez sur PC, il vous montre un fichier à la fois, ce qui est vraiment chiant. Sur Mac, il vous les montre tout en même temps. Parce qu'ici, vous voyez, un petit détail que vous devez comprendre quand vous travaillez sur Avid, surtout en MXF. Avid travaille, il sépare ses tracks de son. Ça va? Donc, j'ai une track vidéo, je vais avoir un MXF. J'ai 2 tracks de son, j'ai 2 autres MXF, ça en fait 3. J'ai 8 tracks de son. Vous comprenez le principe? Est-ce que ça fait vraiment plus de gestion? Non. Parce qu'un utilisateur ne va pas nécessairement, moi, je vais jouer dedans, j'ai du fun, mais un utilisateur normal va tout faire son media management à même la vide, comme je viens de le faire. Donc, je pense que ça pourrait... C'est avantageux aussi, parce que si tu décides de juste prendre une track audio, faire le playback, pas besoin d'ouvrir les setups et ton vidéo. Exactement. Je vais juste vous montrer une dernière fenêtre, je ne la montrerai pas en détail, mais je vais vous montrer qu'est-ce que les assistants utilisent souvent pour faire le management. Cette fenêtre-là va permettre, par exemple, j'ai capturé à partir d'un HDK MSR, puis il y a 2 tracks de son qui sont vides. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Je pourrais aller déliter ces tracks de son-là spécifiquement. Je vais vous montrer juste rapidement, je ne vais expliquer pas l'utilisation, mais vous allez comprendre un peu la force d'Avid. Je vais aller dans Tool et je vais aller chercher ce qui s'appelle le Media Tool. C'est là où est-ce que je trouve que ici, là, Avid Mediafire est beaucoup plus performant que l'AMA. Je ne peux pas faire ça en AMA. Je ne peux pas avoir cette gestion-là. Je vais aller dans Tool, Media Tool ici. Je vais sélectionner, ici, il me pose la question. Écoute, moi, je vais t'afficher tous les médias et tout ce que tu as besoin de savoir sur ton projet par rapport aux médias. C'est un Media Tool, donc il va me montrer les médias. Sur quel disque je cherche? Je peux en sélectionner plusieurs, ou moi, je vais juste sélectionner mon Biggie John. Il va juste me montrer les projets par rapport. Est-ce que tu montres les master clips? Les master clips, c'est juste le metadata qui se retrouve dans la bin. Les pré-compute, c'est des renders, en d'autres mots. Pré-compute, ça a été pré-calculé. Ensuite, Mediafile. Mediafile, c'est mes MXF. Alors, montre-moi les master clips, montre-moi les Mediafile. Va dans le projet FCP Montréal. Biggie John, j'appuie sur OK. Et là, il me scanne tout ça. Et là, voilà. Il me montre les médias. Hey, écoute, là, c'est vraiment celui-là que j'aimerais voir à vide. Bin. Select médias relatifs. Voilà. OK, ben là, écoute, moi, j'aimerais ça voir c'est quoi le son après ça. Ah, c'est ça ici, là. A2, A1. Moi, écoute, A2 puis A1. Delete. Are you sure? Yes, madame. Et là, maintenant, j'ai délité track de son, j'ai rien scrappé. C'est très puissant à ce niveau-là, donc au niveau de la gestion. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je pourrais couvrir dans le temps? Oui. Oui, justement. Ce que fait Avid, juste à ce niveau-là, c'est qu'à chaque fois que vous allez créer des clips, vous allez consolider, vous allez faire des grands codes, Avid va toujours créer des master clips. Sauf que Avid utilise un code qui s'appelle le Source ID, qui est impossible à avoir dans l'utilisateur, qui est très mystérieux, mais il est là. À quoi il sert ce code-là? Il sert à noter vos plans qui sont pareils. Donc, le master clip new puis l'autre master clip qui est en dessous sont pareils. Donc, ce qui est drôle, là, c'est que je peux aller ici puis rajouter un nom comme pomme. Ça ne change rien. Ça change absolument. C'est sûr, je m'en vais sur le desktop puis je change le nom. Dans la vie de Mediafire, là, il va me dire « Hey, il y a quelque chose de corrompu, je vais le mettre en quarantaine. » Mais ça ne change rien. C'est pas par le nom. Fait que moi, à tout moment, je peux reconnecter des plans ensemble comme ça. Donc, je peux avoir plein de plans. Il y en a un sur un disque dans telle résolution. Il y en a un autre sur un autre disque dans telle résolution. OK, on fait un swap, gang, floc. Parce que ces là se retrouvent dans la séquence. D'accord? Donc, les autres sont ailleurs. Et je peux les interchanger à tout moment de cette manière-là. Donc, c'est très puissant à ce niveau-là aussi. Donc, j'ai des QuickTime en low res. Pas des QuickTime, mais des DNX en low res, en basse résolution. Puis, je vais les connecter en haute résolution. Je peux juste faire un swap, il n'y a pas de problème. C'est pas lui qui est dans la séquence? Celui-là qui est dans la séquence, présentement, non, c'est celui-ci. Tu as conformé un clip? Oui. Mais ta séquence, elle est quand même en GCSCAN. Exactement. C'est pas ce que tu voulais, non? Regarde bien, clic droit, link,
Ça, c'est une fenêtre qui est un petit peu plus complexe. Je la couvrirai pas en détail. Alors, select item and open reading item from the current. Donc, je vais dire specific resolution. Je l'ai converti en 115. Il l'a pas fait. J'ai sélectionné mon disque? Non. Hey, fais-moi pas honte, toi. Mais en fait, aussi, on aurait pu demander à Avid de, mettons, une séquence, puis tu as les médias en plein de format dedans, de prendre tous ces médias-là, de tous les transcoder en DNA 115, et de faire une nouvelle séquence qui relink à tous ces médias-là. Fait que tu aurais une nouvelle séquence, relinkée, exactement comme ta séquence d'origine, mais relinkée à tes médias. Pour une raison que j'ignore, il ne va pas se reconnecter. Les RED 5K, faire des down-convert avec Redsinix, et ensuite aller relinker là-dessus avec les mêmes noms de chiffres. Ben, ça, ce que je viens d'expliquer, c'est quand Avid l'a fini. Okay. Parce que Redsinix, moi, par exemple, regardez, je vais juste retourner ici 2 secondes dans les R3D. Ici, ça c'est des R3D. Ça, c'est des ProRes faites à partir de Redsinix. Donc, si je monte avec ça, ces ProRes-là ont quand même beaucoup de métadata. Je vais juste aller ici, montre-moi Capture, mettons. Ils ont énormément de métadata. Ils ont assez de métadata pour que je puisse exporter un EDL ou un AAF à DaVinci et qu'ils puissent relinker avec les RED. C'est très courant que les gens travaillent comme ça. L'avantage peut-être... Mais c'est ça qui est drôle parce qu'aujourd'hui, je dirais que Redsinix, c'est peut-être une belle plateforme, mais depuis 6 c'est plus rapide pour convertir en ProRes. Tu peux juste prendre tous tes RED files, les transcoder. Oui. Littéralement, comme j'ai fait là, les RED 3D, je pourrais faire ça. Il n'y aurait aucun problème. Puis même, c'est plus rapide. Mais si par exemple, tu travailles pour Final Cut ou des choses comme ça, parce que dans Redsinix, on peut tout de suite convertir en MXF. Puis tout de suite, on drag and drop dans la base de données, on load un AAF dans Avid, puis Avid va reconvertir, va recréer tous les master clips, puis ils vont se reconnecter automatiquement, puis tu es prêt à travailler quand ils sont prêts. Ça, ça peut être aussi un avantage. Pas besoin d'avoir une station Avid Media Composer parce que Redsinix, c'est gratuit. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai pété mon temps. Hein. Oui. Ouais. Oui, vas-y. Avant, il y avait un petit logiciel qui permettait de transférer il va y avoir Automatic Dock. C'est rendu gratuit maintenant depuis qu'Adobe a acheté le restant de la planète. Là. Oui. Ça dépend de la complexité de ton montage. Là. Ça fonctionne pour des timelines. Donc, tu sauves ton timeline, mais toute ton organisation fichier, tu sauves ici. Ça va aller mal. Tu es obligé de recomposer finalement. Oui. Ou sinon, en fait, la manière facile de le faire, c'est de prendre une bin, de prendre ton footage, de le mettre dans une séquence, puis exporter cette séquence-là. Ah oui. Puis après ça, Puis là, t'as toute la séquence, tu fais tes. Tu sais, à la base, c'est pas fait pour ça. Ouais. Fait, il y a des manières de le faire, des moyens de contourner les problèmes, mais il n'y a pas de magie. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut faire, exemple, sur 34, mettons, j'ai mon plan sur mon timeline. Je peux recréer dans le fichier, dans la bin, le drag, c'est comme un plan qui s'enregistre. Est-ce que je peux faire la même chose? Oui, définitivement. Par exemple, je voudrais... parce que sur Avid, ça va peut-être... Prends un plan quelconque, draguer sur une bin, est-ce que ça marche? C'est pas tout à fait comme ça que je vais le faire. Je vais par exemple je vais sélectionner ces tracks-là, V2, V1, A1. Je m'en vais ici en haut, il y a une petite icône qui s'appelle Create Subsequence. Voilà. Et je crée une séquence. Dans la bin, ça c'est intéressant. Puis c'est ça qui est drôle parce que dans Avid, il n'y a pas de concept de séquence dans la séquence. Ça n'existe pas. Ça va être ce concept-là. Ça veut dire que, par exemple, je vais retourner dans ma séquence en haut. Mes séquences ici sont loadées ici, ceux que j'ai ouvertes, soit dit en passant, je peux juste cliquer. Et là, par exemple, je voudrais venir appliquer ce que j'ai appliqué ici, puis venir l'appliquer à la fin. Bien, je prendrai ma subsequence, je la drague,
Et là, ça devient, regardez, je vais utiliser ma commande spéciale. Et là, je vois, regardez, c'est vert parce que je suis connecté ici. Donc, moi, j'aimerais savoir ça, puis si les tracks sont bonnes, je désactive et je m'en viens faire un splicing. J'appuie sur commande pour me coller. Et je viens faire un splicing. Je m'assure que mes tracks sont bien sélectionnés. Je vais sélectionner tout le monde pour pas de jaloux. Voilà. Finalement, ça hiérarchise les séquences chronologiques. Donc, j'avais un projet de 18 séquences dans un petit. Puis, la séquence 1, l'introduction, j'ai fait séparer. Puis, à un moment donné, je lègue les séquences sur le nouveau timeline. Oui. Ça serait quelque chose de vraiment simple à faire. On peut le faire sur Avid. Oui, ça serait très, très simple. Un autre concept aussi, là, vous allez me dire, ben, comment je fais pour appliquer un broadcast safe sur toute la gang? Ça, c'est le fun. Ça, sur Avid, regardez bien. Je vais juste faire, ça va être la dernière chose que je vais faire. Après ça, je vais appuyer sur New Video Track. Je me fais une vidéo vide. Je désactive toutes mes tracks, juste comme ça. Regardez ici en haut, j'ai Bin Settings, puis une espèce d'icône mauve bizarre. Les effets sont là, en fait. Je vais descendre, je vais aller dans Images et j'ai un beau petit Safe Color Emitter qui est le Broadcast Safe. Je le drague et c'est fait. Et ça joue en temps réel. Je vais juste monter un petit peu, regardez. Ça, c'est le visualisateur. Je le monte en haut. Je le monte en haut et voilà. Ça n'a pas des contrôles d'effet? Les contrôles d'effet, juste rapidement, je vais draguer là-dessus. J'ai dragué un effet, Resize. J'ouvre Effect Mode. C'est quand même très intuitif. Puis je peux quand même rentrer dans quelque chose de plus évolué. Je vais rajouter un petit keyframe. Add to Active Formatter. Add keyframe. Voilà. C'est très très simple. Vous avez aussi un super de bel outil pour faire du ramping dans les motion effects. Les motion effects sur Avid, soit dit en passant, sont très beaux. C'est sûr que ça ne battra pas votre super Twixtor, mais quand vous n'avez pas le temps de faire du Twixtor, ça peut très bien dépanner. Puis les ramping aussi sont très faciles à faire, ils sont très très beaux. Est-ce qu'il y aurait des questions? Là, c'est dur de couvrir Avid Media Composer en si peu de temps. Ça commence. Peux-tu l'avoir pour Avid? De Twixtor, par exemple. Twixtor, je ne sais pas encore, mais là, ça commence. Depuis MC6, là, toutes les compagnies commencent à faire du stock. Là. Vous avez regardé ici, là, vous avez le Marketplace avec les vidéos plugins. Vous pouvez aller acheter, bon là, je sais pas pourquoi il ne marche pas. Là, mais... Oui. Puis là, vous pouvez les acheter directement à même l'interface. Puis vous les achetez, puis c'est fait, là, ils rentrent dans votre système. Vous pouvez même, ça c'est assez spécial, vous pouvez même acheter du stock footage. En fait, c'est ça, vous pouvez Puis ça... emprunter du stock footage, le mettre dans votre montage. Ouais. Si à la fin de votre montage est encore là, vous cliquez acheter. Puis il va s'updater. Ouais. Ça, c'est très cool. Ils ont vraiment innové là-dessus. Ils ont fait un iTunes Avid. Donc c'est ça, là ça s'en vient là, parce que bon, Avid est rendu 64 bits, plus performant ici et ça, les plugins s'en viennent aussi. D'ici pas grand temps, on va avoir quand même une plateforme. La plateforme est déjà très performante avec beaucoup d'outils. C'est sûr qu'Avid, les effets ont toujours été un peu sa faiblesse, pour être franc, mais c'est en train de se régler d'une manière très sérieuse. Donc voilà. Juste rapidement, faire ma petite pub du NAD. Donc c'est ça, je travaille au Centre NAD comme prof. C'est sûr et certain qu'on offre des formations au Centre NAD. Ça a quand même un certain prix. Donc si vous êtes prêt à débourser le prix pour avoir du custom, des choses comme ça peut s'organiser. Sinon aussi, vous pouvez y aller avec le RFAVQ, comme je mentionnais tout à l'heure. Le RFAVQ, si vous êtes membre Actis ou si vous êtes membre genre Spirafilm, ça peut vous coûter entre 150 et 400 $ pour une formation de 4 jours super méga intensive. Habituellement, quand les gens suivent une formation avec moi, je les avertis à l'avance. C'est intense. Donc, vous n'êtes pas en vacances dans mes cours. Surtout Avid et les logiciels compliqués que j'enseigne. Donc, c'est ça. FAVQ offre, c'est ça, Avid, puis After Effects, Photoshop, puis toutes ces affaires-là. Sinon, on a les cours traditionnels au NAD. Juste soit dit en passant, les cours traditionnels sont un peu plus intenses que les cours à FAVQ. Ils ne sont pas le même prix non plus aussi.
Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à propos de tout ça? Il y avait une promotion, je crois, à 990. Écoute, Est-ce Il est rendu à 1280 et quelques. Ouais. mais c'est vraiment pas cher. Mais ouais, On parle avant, là, 4 ans, c'était 5000, c'est ça? là, c'est 3000 si t'as rien. Si t'as un Final Cut 7, c'est 1295 à peu près. Fait que ça vaut vraiment la peine. Moi, je vous conseille, allez soit downloader le trial, il dure 30 jours, puis c'est exactement la ville. Vous n'allez pas avoir de gros X pour vos sorties, là. Il est pareil. Essayez-le, vous allez voir. Il y a le trial, David. Ouais. Ah oui, est-ce qu'il y a une version française ou c'est juste Non, David, ça se pourrait, parce que là, à cette heure, c'est rendu tout en anglais. Là. Ouais, ils vont peut-être upgrader, parce que j'avais entendu parler qu'elle upgradé à ce niveau-là, parce que c'est rendu plus ouvert. Mais quand même, ils sont très... Non, fait que les termes que j'utilise sont des termes anglais. D'ailleurs, sur les forums, soit en passant aussi, sur les forums, il y a beaucoup de gens actifs, surtout sur les forums David, fait que c'est très facile de se débugger. Vous avez un message d'erreur, vous tapez exactement le message d'erreur, puis il y a quelqu'un qui va vous dire, une espèce de kingpin, David, va vous dire hey, écoute, là, c'est un problème avec ta carte vidéo, ça doit être tel modèle. Voilà. Non, ils ont souvent des bonnes réponses. Là, on peut jeter les préférences aussi dans la vide. Hein? Ouais. C'est une bonne méthode là, de jeter les settings David. Là. Ça fonctionne bien. Voilà, alors j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. La quoi? La licence? Ouais. Là, je pense qu'ils ont réintégré les dongles, parce qu'avant, c'était par dongle, donc tu te plantais une petite clé USB, puis tu pouvais installer la vide partout, là, en tant que tu avais la clé. Là, je sais pas, je pense qu'ils ont rendu avec des licences flottantes, puis ils ont réintégré les dongles parce que les gens, ils s'étaient fâchés. Parce que... Tu peux acheter les deux maintenant. Ouais, c'est ça. Dans le 5, ils avaient arrêté. Ils en vendaient plus. Puis ça avait vraiment fâché les gens parce que installer à vide, c'est long. Puis là, le licencier, c'est long. Il faut le connecter à Internet. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Il faut être au téléphone. Tandis que le dongle, tu l'as ou tu l'as pas. Fait que c'est ça. Voilà.